voudrais inviter deux interlocuteurs privilégiés pour ce premier thème d'histoire et de développement du tourisme. Stéphanie Kieria, qui est chercheur à l'Université libre de Bruxelles et qui a, entre bien d'autres activités et contributions, proposé une thèse de doctorat sur le tourisme en Ardennes et l'installation de cette notion de tourisme entre 18, je cite de mémoire, entre 1850 et 1914, je crois. Nous en sommes loin, mais elle est bien de son temps, rassurez-vous, et elle a pu franchir le siècle qui nous en sépare. Et puis le professeur Dominique Jarassé, soyez le bienvenu, qui nous vient de l'université de Bordeaux 3 et de l'école du Louvre et qui s'intéresse au thermalisme et je dirais même il y a un certain temps à l'architecture thermale, puisque vous nous aviez donné un ouvrage sur ce thème, complétera notre information. Stéphanie, si vous voulez bien. Oui, donc bonjour à tous. Je vais donc vous parler de la mise en tourisme de l'Ardenne belge, sur laquelle j'ai fait ma thèse, et questionner plus précisément la place de Spa dans cette mise en tourisme de l'Ardenne belge. Alors, on sait que Spa porte le nom de Perle des Ardennes, donc on va voir un peu comment elle s'intègre en fait dans le développement touristique, l'origine du développement touristique de l'Ardenne. Alors rapidement, puisqu'on a un peu réduit mon temps de parole, je vais travailler à partir de guides de voyage essentiellement. Il y a d'autres sources qui ont été utilisées pour ma thèse, mais je vais vous présenter ici pas mal de cartes qui ont été réalisées à partir de guides et de récits de voyage du 19e siècle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un espace touristique, c'est quelque chose qui est relativement différent de ce qu'on connaît au niveau agrogéographique. Les limites de l'Ardenne touristique sont des limites qui sont relativement floues, qui sont ambiguës, qui évoluent au fil du temps. Les codes de perception des espaces touristiques et des espaces géographiques sont des codes de perception et d'évaluation différents. On remarque qu'il y a une élasticité des territoires touristiques, chose qui n'existe pas évidemment dans la géographie, ou de façon beaucoup moindre. Des limites fluctuantes, donc dans leur dimension physique, par exemple des choses plus liées au territoire, comme les infrastructures touristiques, etc. Des limites fluctuantes aussi dans les perceptions et représentations de ces territoires. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que l'Ardenne touristique n'est pas quelque chose qui est déterminé, donné au départ. L'Ardenne touristique, c'est une construction culturelle. Donc, on va voir comment cette construction se réalise au fil du temps. Alors pour séparer la question des représentations de la perception de la question des infrastructures et de l'hôtellerie par exemple, du thermalisme, etc., on parle de mise en tourisme in visu ou de mise en tourisme in situ. Alors pour la mise en tourisme in visu, on va se rendre compte qu'il y a une série d'auteurs qui vont jouer un rôle vraiment très important, un rôle fondateur dans la construction du concept de l'Ardenne touristique et dans l'émergence de son identité visuelle. Alors ils vont également avoir un rôle important dans l'ouverture de nouveaux territoires au tourisme, dans le sens de l'élasticité du territoire ardennais touristique. Ils sont novateurs aussi, car ils vont donner à l'Ardenne touristique une réalité territoriale, en rassemblant dans leurs ouvrages différents territoires sous ce vocable. Et puis, ils vont également le faire évoluer. C'est pour ça que on a appelé un peu ces auteurs de guide les défricheurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des auteurs qui ont quelques contacts, notamment avec Spa, par exemple. Il y a Van Bemmel, Pimburnio, qui est le pseudonyme d'un professeur de l'université de Liège qui s'appelle Adolphe Bornier. Les Bohémiens, qui rassemblent 4 auteurs, sont des auteurs d'un récit de voyage. Rapidement, Félix Delas, Théophile Thoré, Henri Marcet et Paul Donmartin. Il faut savoir que Henri Marcet est un peintre spadois, Paul Donmartin un médecin spadois. Et donc ils vont écrire des ouvrages touristiques, ces gens qui vont mettre en évidence l'Ardenne et aussi de manière directe Spa. Autre auteur aussi qui va jouer un rôle particulier dans cette construction de l'Ardenne touristique, c'est Jean Dardenne, mieux connu sous son pseudonyme donc de Jean Dardenne, et qui en fait s'appelle Léon Donmartin et qui est originaire de Spa. C'est un journaliste qui travaillera notamment pour la Chronique, le journal La Chronique. Alors rapidement, donc vous voyez ici
une gravure de Adolphe Bornier. Donc ici, pour vous montrer un peu comment j'ai travaillé pour analyser cette construction de l'Ardenne touristique, on voit en fait les cercles représentent les lieux qui sont mis en évidence dans le guide de Burignau, donc d'Adolphe Bornier. On voit par la petite flèche la place de Spa. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que Spa n'est pas vraiment mise en évidence, en fait, dans cet ouvrage touristique qui, pour la première fois, décrit l'Ardenne dans son ensemble. Et c'est relativement normal parce que Spa a une fondation au niveau thermal et au niveau touristique plus ancienne. Et donc, on considère qu'elle est tellement connue qu'on n'a plus besoin de la décrire, ce qui fait que sur cette carte, elle apparaît de manière vraiment très faible. Alors rapidement, pour développer un peu la place de Spa dans le tourisme au XIXe siècle, il faut savoir que Spa est le plus ancien pôle touristique de l'Ardenne. Elle prend son envol au niveau thermal et touristique dans le courant du XVIe siècle. Alors le logement est au départ un peu difficile et puis il va se développer rapidement avec l'affluence des visiteurs. Dans le courant du XVIIIe siècle, vraiment, c'est ce qu'on appelle l'apogée de Spa. L'ensemble de la ville est articulé autour de l'accueil des étrangers. La plupart des habitants travaillent dans cette industrie. À la fin du XVIIIe siècle, il y a une petite baisse de la fréquentation. La Révolution française vient interrompre l'essor. On voit que la fréquentation diminue de manière assez importante. Et par la suite, en fait, au début du XIXe siècle, différents événements vont diminuer un peu cette ampleur que Spa avait. On note notamment un incendie en 1807. Alors, au début du XIXe siècle, donc la situation de Spa est relativement différente. On n'est plus vraiment dans une dimension où Spa serait toujours le café de l'Europe. C'est devenu une ville thermale parmi d'autres, dans un contexte touristique qui a énormément changé. Certes, les flux touristiques sont plus importants, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le tourisme, mais il y a aussi, comme vous pouvez le voir ici, de plus en plus de sites qui apparaissent et qui attirent les visiteurs. D'autres auteurs dont j'ai parlé qui vont jouer un rôle dans cette Ardenne, le développement de cette construction de l'Ardenne. Donc ici on a Eugène van Bemmel qui est un professeur à l'université de Bruxelles. On voit que lui dans son guide met un peu plus en évidence la ville de Spa et ses environs. Ce qu'on remarque aussi, c'est la présence évidemment des grandes vallées, ici, donc la vallée de la Meuse, l'Ourcq, l'Amblève, la Vesdre, etc. Jean Dardenne, dont je vous ai parlé, donc qui est originaire de Spa et qui est journaliste, qui va aussi écrire un guide sur l'Ardenne. Donc lui écrit son premier ouvrage en 1881. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, ce qui est assez intéressant et qui joue un rôle vraiment dans cette construction de l'Ardenne au niveau des représentations et des perceptions, c'est que tous ces ouvrages vont être réédités à de nombreuses reprises, donc on sait qu'ils ont une diffusion très importante dans la population. Alors ici, on voit la première édition en 1881. Le territoire ardennais, donc c'est ce qui est en couleur. Quelques années plus tard, en 1902, l'édition de 1902 a été considérablement enrichie et on voit que l'Ardenne touristique, c'est vraiment un territoire qui est nettement plus important. Donc, pour résumer brièvement, le territoire touristique ardennais est élastique et se développe tout d'abord depuis les vallées, et puis s'élargit au fil du temps entre 1850 et 1914 environ. Alors, ici une carte de l'Ardenne agrogéographique pour bien vous montrer la différence entre le territoire agrogéographique et le territoire touristique. Donc, l'Ardenne touristique est donc différente de l'Ardenne agrogéographique. L'Ardenne touristique est aussi un territoire évolutif, c'est ce que je viens de dire. Alors, que je ne me trompe pas dans mes papiers. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on voit qu'en 1850, les grandes vallées, la Meuse, etc., la Vesdre, l'Amblève, l'Ourcq sont les zones les plus mises en tourisme. Et Spa, qui est ici, est aussi a une importance aussi dans ces guides. En 1880, les territoires s'élargissent, le territoire touristique d'Ardenne s'élargit. Depuis les premières zones préalablement mises en tourisme
30 ans auparavant. Et en 1914, finalement, ce sont l'ensemble des territoires situés au sud du sillon Sambre-et-Meuse qui sont considérés comme faisant partie de cette Ardenne touristique. Alors, dans cette diffusion, on voit également que SPA a un rôle dans le développement des zones qui existent autour d'elle. C'est par exemple le cas des Hauts-de-Fagne. On voit que le fait de venir à SPA, d'être un centre d'excursion, va permettre petit à petit que les Hauts-de-Fagne rentrent dans la notion de tourisme, rentrent dans la dimension touristique. Alors, voilà. Autre chose, ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, ce sont les guides des défricheurs, entre guillemets. Il y a évidemment des guides de grande collection, comme les Baedeker, les Meuret, les guides Johan, etc. Et là, ce sont des guides étrangers qui sont destinés à un autre public, pas un public belge, essentiellement. Et là, on voit que la place de Spa est tout à fait conforme à celle qu'on attend de cette ville. On voit que Spa occupe la deuxième place environ derrière Liège dans les pages qui sont consacrées à cette région. Donc ça, c'est le cas en 1838. À la veille de la Première Guerre mondiale, on voit que le territoire ardennais dans les guides des grandes collections n'a pas vraiment une dimension aussi importante que dans les guides consacrés aux Belges, mais on voit que la place de Spa est toujours vraiment considérable. Donc ça, c'est une accumulation en fait des cartes à partir des guides des grandes collections. Alors ça, je vais passer rapidement. C'était juste pour vous dire que en fait, toute cette mise en tourisme de l'Ardenne se fait dans un contexte de contact entre personnes. La plupart des auteurs de guides se connaissent. On voit qu'il y a une sorte de mise en réseau de ces auteurs. Ils partagent finalement certains liens, des liens familiaux, des liens d'amitié, des liens professionnels. Finalement, ce milieu de l'ouvrage touristique est un milieu qui reflète les grands traits communs du milieu culturel de l'époque. Il y a des liens donc entre la sphère culturelle, la sphère scientifique, la sphère politique. On voit que ces auteurs ont un engagement politique aussi, effectivement. Voilà. Alors, rapidement, donc, reconstituer maintenant le panorama de l'hôtellerie touristique ardennaise entre 1850 et 1914, voir l'évolution un peu du nombre d'hôtels au cours de la période étudiée. Alors, je suis un peu perdue, voilà. Hop. Excusez-moi. Donc, en fait, on a quitté Spa au début du 19e siècle. Qu'est-ce qui va se passer exactement dans le courant de ce 19e siècle? En fait, Spa n'est donc plus ce qu'on appelait le café de l'Europe, mais une ville thermale parmi d'autres. Les organisations, les instances communales vont négocier ce tournant de manière assez intéressante. Ils sont assez dynamiques. Ils vont adapter leurs infrastructures thermales, promouvoir leur attachement au réseau ferré, ce qui fait qu'ils vont aider Spa à rester un lieu de cure et de villégiature fréquenté et à garder une certaine renommée. Alors ici, on voit le nombre d'hôtels en Ardennes dans les années 1850 et on voit que Spa, en nombre d'hôtels, occupe la deuxième place derrière la ville de Liège. Ici, quelques cartes porcelaines des hôtels, de certains hôtels de Spa dans la première moitié du 19e siècle, donc l'hôtel de Flandre, l'hôtel d'Orange, l'hôtel des Pays-Bas, l'hôtel Faller, etc. En 1880, on voit qu'au niveau ardennais, il y a une diffusion du nombre d'hôtels le long des vallées. Spa garde sa deuxième place et reste vraiment un des points d'ancrage les plus importants. Un peu avant, pourtant, la ville avait rencontré certaines difficultés avec la suppression des Jeux en 1870, mais elle va négocier finalement ce tournant en orientant son tourisme vers le développement du curatif et la mise en valeur de son cadre naturel. Elle va affirmer un certain élitisme et ça sera renforcé par la présence de la famille royale. Et elle va organiser finalement des manifestations sportives à la pointe du progrès. Elle va également miser sur une certaine nostalgie en mettant en avant son passé prestigieux.
Et tous ces éléments, couplés au prolongement également de la ligne de chemin de fer de Spa vers la frontière luxembourgeoise, vont vraiment diminuer l'impact de la suppression des Jeux. Il faut aussi préciser, c'est que contrairement à d'autres localités en Ardennes, Spa a évidemment déjà une pratique de séjour, alors que les autres hôtels dans les vallées, par exemple, correspondent plutôt à un hébergement de nécessité lors d'un trajet. Alors en 1910, on voit que par rapport à 1880-1910, ça s'est considérablement densifié aux alentours de Spa. Alors il y a plusieurs raisons à Spa. La période avant 1914, entre 1890 et 1914, montre d'un dynamisme vraiment important et assez soudain des localités situées autour de Spa. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, l'influence de Spa qui renouvelle son image, je l'ai dit, et qui propose de nouveaux services, des services aux touristes et aux curistes, qui va axer son image sur d'autres vertus que seulement le thermalisme, et notamment l'aérisme. On va voir aussi que Spa va investir au niveau territorial les environs pour développer différentes activités sportives, notamment les courses hippiques, le tir au pigeon, le cyclisme, l'aviron, les meetings automobiles, etc. Et que la ville va donc ouvrir son territoire utile et permettre aux autres localités qui sont situées juste autour de bénéficier de son aura. Il faut savoir également que Spa s'étend elle-même, il y a notamment des nouveaux quartiers qui sont construits. Ce développement aussi du tourisme et des infrastructures dans la région de Spa et à Spa sont aussi le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent et qui veulent profiter en fait de cette station, parfois aussi dans une dimension moins coûteuse. Spa reste quand même relativement cher, et donc les petits villages situés aux alentours vont proposer une offre un peu différenciée, mais qui permettra aussi à Spa d'en profiter. Enfin, juste avant 1910, il faut savoir qu'il y a eu une exposition internationale, à Liège en 1905. Il y a une influence sur Spa, et c'est d'ailleurs à ce moment que se met en place l'association des hôteliers en 1905. Alors, quelques images. Donc ici, l'hôtel de la renommée à Sarre, n'est-ce pas? Des exemples de ces hôtels un peu avant 1914. Ici à Jalais, on voit que ce sont des hôtels relativement modestes par rapport à ce que l'on peut trouver à Spa. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'ouverture des pratiques sportives qui étaient à la pointe vraiment pour la région. On voit, les affiches illustrent vraiment très bien tout ce développement. Une affiche également pour le quartier de Spa Balmoral et l'hôtel qui est installé. Voilà. Alors, bon, ça je vais passer. C'était pour vous parler rapidement. C'était un exemple d'hôtel des Bruyères à Foncorchon, montrer la progression dans certaines localités, la progression très 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 nette en fait de la capacité des hôtels, et voir que ça se fait pas. On ne construit pas de grands hôtels tout de suite. On s'adapte vraiment à la demande. Alors, rapidement, on voit que l'hôtellerie touristique ardennaise, c'est aussi le cas pour Spa, même si de manière un peu différente, puisqu'il y a quand même une histoire plus longue, que l'hôtellerie touristique ardennaise reste quand même une entreprise relativement familiale, des entreprises relativement familiales. Il y a une adéquation avec le public. Il faut savoir que le public de touristique ardennais au XIXe siècle est un public essentiellement bourgeois. Il y a une partie de la noblesse évidemment qui vient, mais de manière générale, c'est surtout la bourgeoisie qui fréquente nos régions. Et on se rend compte que les gens qui tiennent les hôtels font également partie de la bourgeoisie, et donc il y a une sorte de communauté de vue dans ce que les gens proposent et ce que les gens attendent des hôteliers. On va voir également qu'il y a un ancrage local de cette hôtellerie touristique ardennaise et qui va évoluer vers un léger turnover. On va avoir des hôteliers qui viennent de l'étranger pour s'installer et reprendre certains hôtels. Et Spa, à ce niveau-là, est légèrement en avance sur les autres stations. Les stratégies d'expansion très progressive, j'en ai parlé avec Spa Francorchamps. On remarque également qu'il y a une certaine pérennité dans l'hôtellerie touristique ardennaise. C'est également le cas pour Spa. Il y a des hôtels qui existent depuis très très longtemps et qui vont continuer leur vie au moins jusqu'à 1914. Et puis il y a le cas des palaces et des sociétés hôtelières, enfin,
Et là, on voit que finalement, en Ardennes, c'est très peu le cas en fait. Il y a peu de palaces, peu d'hôtels qui sont dirigés en fait, possédés par des sociétés hôtelières. Un des seuls exemples de ce type d'hôtel, c'est dans les grandes villes et notamment un Spa, vu son histoire et vu son ancienneté, a déjà pu mettre en place des stratégies économiques un peu différentes. Voilà. Alors les conclusions. Un peu. Donc voilà, ce que je voulais dire également à ce propos, c'est que la mise en tourisme de l'Ardenne finalement est bien en deçà du développement des hauts lieux du tourisme européen. Il y a d'autres régions qui ont un développement touristique bien plus important, que ce soit la Suisse, la France, etc. Mais à l'échelle locale et régionale, l'Ardenne a vraiment un rôle significatif. Et dans ce cadre, Spa est un modèle pour les autres localités. On garde toujours un œil sur ce que Spa fait et on essaye de s'en inspirer. Ce qu'on peut dire aussi durant cette période, juste avant 1914 et depuis le XVIe siècle, c'est que Spa va montrer sa capacité à rebondir dans un contexte qui a changé et à se repositionner. Et en ce sens, elle garde vraiment un sens au niveau touristique. Voilà. Merci à vous. Eh bien, de nous avoir dit aussi, ou rappelé plus exactement, que si aujourd'hui le phénomène touristique du thermalisme des villes d'eau est ce qu'il est et encore en devenir, eh bien il a aussi une histoire et une longue histoire, comme Stéphanie vient de nous le rappeler. Stéphanie qui collabore aussi à la rédaction de l'Atlas des paysages de Wallonie, qui en est à son 5e volume. Le 5e va sortir. Le 5e va sortir bientôt. C'est une bonne nouvelle. Nous avons également des interlocuteurs privilégiés dans cette salle qui seront peut-être amenés à intervenir, mais vous aurez tous la parole sur chacune des thématiques abordées. Je salue Marie-Christine Schils, qui est la conservatrice du musée de la ville d'Eau, Jean Toussaint, qui a été le patron de la bibliothèque de Spa, qui est encore le président du cercle d'archéologie, et Paul Jehin, qui est actif dans le vieux Spa, et qui a créé et anime toujours ce musée de la lessive, car c'était un métier lié au tourisme et au thermalisme qui était un générateur d'emplois important dans la région spadoise. Nous accueillons maintenant, comme je vous le disais, le professeur Jarassé, que vous connaissez bien puisqu'il est expert pour le projet de candidature des villes d'eau au patrimoine universel, au patrimoine de l'UNESCO. Allez, disons mondial. Mais l'exposition de Liège, j'insiste, elle était universelle, celle-là, et pas internationale. En 1905, 6 millions de visiteurs. Tourisme et thermalisme, encore une fois, si vous voulez bien. Oui, et en essayant peut-être de vous apporter, parce qu'une bonne partie du public, ce sont des gestionnaires, des managers, des gens du tourisme, et peut-être que le point de vue historique vous intéresse aussi dans une perspective de réflexion actuelle, d'où peut-être l'interrogation que j'ai voulu soulever, c'est-à-dire le thermalisme. Alors, question historique. Est-il aux origines du tourisme? Mais y a-t-il dans les origines du thermalisme des valeurs, des éléments, des pistes de réflexion pour aujourd'hui? Car en vérité, tout ce qu'on vient de bien nous démontrer, c'est ce tournant que l'on a évoqué, le bien-être et ainsi de suite. C'est en fait une réinsertion du tourisme dans un thermalisme qui avait eu parfois tendance à se vouloir très médicaliser ou bien à construire une autre image, à se différencier parfois dans certaines stations de la pratique touristique. Dans certaines grandes stations, dont celles qui justement prétendent plus ou moins à bénéficier du label patrimoine mondial, il est évident qu'on a continué à jouer les deux cartes. C'est-à-dire qu'il était impensable, vu le passé, vu l'acquis de l'image de marque de toutes ces villes, lieux de rendez-vous, café de l'Europe, salon de l'Europe, autre terme qui me semble un terme clé pour qualifier justement ces villes depuis le XVIIIe siècle, comprendre qu'il y avait là évidemment un atout majeur
alors qu'on n'appelait pas encore tourisme, évidemment au XVIIIe siècle, mais qui va se perpétuer, en particulier dans les villes d'eau. Donc je vais quand même me focaliser, puisque c'est une question historique, plutôt sur le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, puisqu'on parle d'origine. Il aurait fallu après évoquer des tas d'autres questions, l'arrivée du chemin de fer, et ainsi de suite. Mais je voudrais vraiment mettre l'accent, d'autant que nous sommes à Spa, et que le XVIIIe siècle, c'est Spa. Alors, mes perspectives de réflexion sont d'abord, pourquoi on se déplace depuis le XVIe siècle? Pourquoi on se déplace, si ce n'est évidemment pour les raisons habituelles, professionnelles, les marchands et ainsi de suite, ou militaires? Qu'est-ce qui fait qu'on se déplace? Il y a assez peu de raisons de se déplacer. Mais il y a un homme qui est un pionnier, qui a fait des déplacements qui ne sont ni professionnels ni militaires, et dont on peut, je crois, encore s'inspirer. On a bien compris que Café de l'Europe était très sensible aux personnalités majeures qui ont pu scander cette longue histoire. C'est évidemment Montaigne. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est, je dirais, la synthèse de plusieurs raisons de voyager. Une des grandes raisons du voyage depuis le Moyen-Âge et même avant, c'est évidemment le pèlerinage. Et la dimension religieuse des lieux que l'on fréquente en pèlerinage, qui peut aussi s'associer parfois à des lieux thermaux parce qu'ils ont été christianisés. Enfin, il y a une piste là à laquelle il faut réfléchir et toujours revenir. Il y peut y avoir un fond religieux et surtout l'habitude du déplacement est longtemps liée à des pratiques religieuses. Alors Montaigne fait-il un pèlerinage? Je vous rappelle quand même que son voyage l'amène à Rome. Alors, vous dire, tous les chemins mènent à Rome, donc il ne pouvait pas... D'accord, mais c'est quand même l'objectif, c'est d'aller à Rome. Alors, avec une perspective d'humaniste, c'est-à-dire de se faire un voyage de culture, d'approche des diversités. Et la deuxième raison, comme vous ne l'ignorez pas, évidemment, c'est une raison de santé. Car Montaigne est malade de la maladie de la pierre, comme on disait à l'époque, et donc il va envisager ce voyage à Rome, non pas pour aller prendre les eaux à Rome, mais il va s'arrêter à un certain nombre d'endroits où il va pratiquer un thermalisme à sa manière, parce qu'en plus il débarque du sud-ouest de la France, dans lequel il y a une certaine forme de pratique thermale, et il va beau arriver chez les Lorrains, arriver en Suisse, il va, je dirais, faire sa propre médication. Hein, à l'époque, on est assez ouvert sur les pratiques, boire autant de verre qu'il veut, se baigner, et ainsi de suite. Donc c'est le deuxième point, évidemment, et la deuxième raison pour laquelle on voyage à cette époque-là, c'est la santé. Et il n'y a guère d'autres, je dirais, formes de voyage de santé que celui des eaux. Alors vous avez, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais vous avez sous les yeux par exemple Baden en Aargau, en Suisse, Plombières, dont j'ai cru comprendre dans le musée de Spa, enfin c'est pas le musée, pardon, au Pouron, dans l'office de tourisme, que vous regrettez fortement évidemment à Spa que Montaigne soit allé à Plombières, car il aurait dû aller à Spa, c'est ce que j'ai lu, hein, j'en atteste les historiens qui sont présents dans la salle, il aurait dû aller à Spa, mais il n'y est pas allé, mais il est quand même sur le tableau, hein, le grand tableau du livre d'or, donc comme il a failli venir quand même, c'est normal, hein, donc parce qu'il s'est bien plu à Plombières. Et que de Plombières, il est passé en Allemagne, puis en Suisse, puis en Italie, et puis il va revenir, pas encore tout un parcours, mais son parcours est scandé de villes d'eau et de cures. Alors de cures plus ou moins longues. Un des endroits où il s'est beaucoup plu et où j'ai été sur ses traces, c'est Bagni di Lucca. C'est un endroit absolument merveilleux, non loin de Lucques, comme son nom l'indique, et vous trouvez encore sur une vieille maison dans les hauteurs, parce que Bagni di Lucca est organisé à la fois dans la montagne, mais aussi le long de la rivière, et c'est un site vraiment très très beau, où les Anglais d'ailleurs ont encore joué un rôle fondamental pour le développement de cette station. Et donc sur cette maison que vous avez en haut, eh bien il y a une plaque qui rappelle que Michel de Montaigne est passé là. Je vous rappelle que je suis professeur quand même à l'université Montaigne de Bordeaux, donc je me dois absolument aussi de défendre l'image de notre personnalité tutélaire. Je quitte Montaigne, mais je dois ajouter un point. Il y a une autre forme de déplacement qui se développe à partir du XVIe siècle, surtout dans l'Italie du Nord, et qui doit être prise en considération. C'est ce que les Italiens appellent la villeggiatura. Cette notion de villeggiatura n'est pas véritablement un voyage, même s'il y a déplacement. C'est le fait d'aller vivre un certain temps dans un autre cadre, et la plupart du temps dans un cadre rustique,
pour également y exploiter ces terres. Hein. Attention, c'est pas seulement du loisir. Hein. Les grandes familles vénitiennes ont aussi des territoires à mettre en exploitation dans le reste de la Vénétie et se font construire par Palladio, par exemple, hein, des villas dans la Vénétie. Donc ce déplacement, le fait de vivre un certain temps dans sa campagne, comme le feront aussi les nobles pour la chasse, ça va créer au fur et à mesure du XVIe, XVIIe siècle un ensemble de pratiques sociales, dont la chasse est évidemment tout à fait importante. Hein. On l'a bien vu par exemple à Badischel, n'est-ce pas? Les chasses de l'empereur François-Joseph occupent une grande place dans la ville d'Eau de Badischel. Et donc il y a un certain nombre de pratiques sociales dans lesquelles justement la cure thermale ou le séjour thermal va s'inscrire en fonction de la saison, en fonction des endroits, mais cette notion de villégiature, et qu'on a en français par chance, on a repris le terme de villégiature, me semble absolument pertinent pour essayer de saisir quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre du voyage, car la cure, c'est 3 semaines. Et ce n'est pas tout à fait un voyage, c'est un séjour. Et l'ancêtre de cette forme de séjour, je crois que quand même, c'est la villégiature. Alors, je ne savais pas exactement ce que j'allais devoir dire de Spa, ne sachant pas exactement ce que ma collègue allait présenter au départ, mais je peux me permettre de vous prendre 5 minutes de plus pour parler de Spa, image que j'aurais sauté très rapidement, vous en doutez bien, si ma collègue avait été entrée dans un peu le détail de l'importance de Spa au XVIIIe siècle. Mais je prêche des convaincus, vous connaissez tous pour une bonne partie l'histoire de Spa. Je vais juste faire quelques allusions et continuer, si vous voulez, cette réflexion sur le développement des stations thermales, des lieux thermaux, en relation avec des valeurs qui se mettent en place à ce moment-là. Alors, j'ai beaucoup insisté peut-être sur des valeurs sociales. Il y a quelque chose qui apparaît très nettement au XVIIIe siècle, parce que les familles royales, les familles princières prennent aussi l'habitude de séjourner. Par exemple, en France, on pourrait décliner toute une série de villes d'eau qui n'ont plus la notoriété de Spa. Je pense par exemple à Forges-les-Eaux, qui n'est pas très très loin de Paris, a été un lieu fréquenté par les rois de France de manière tout à fait intensive et qui avait, je dirais, engendré un certain rituel social. On connaît aussi les cures, évidemment, de Madame de Sévigné à Vichy. À Spa se produit un autre phénomène, me semble-t-il fondamental, qui est dans la culture typique du XVIIIe siècle et dont le complément va être apporté par Basse, puisque au XVIIIe siècle, les deux villes, si vous voulez, qui sont modèles, les deux villes qui ont tendance quand même à construire la culture thermale, c'est évidemment Basse et Spa. Alors, petite allusion aux fameux amusements de Spa, qui sont des formes de guides, des ancêtres des guides que ma collègue a présenté tout à l'heure, qui sont un peu des pots pourris, mais qui ont valeur de guide quand même, qui sont aussi un peu des pots pourris littéraires, mais qui montrent bien la dimension importante qu'a pu prendre, si vous voulez, ce qu'on appelle de nos jours le loisir, et la relation sociale, le prince de tel endroit qui a donné un bal, et ainsi de suite. Donc, il y a bien, si vous voulez, élaboration tout au long du XVIIIe siècle de pratiques sociales qui tentent à se codifier. Et le grand modèle, alors, en matière de codification des relations sociales dans un lieu thermal, c'est Basse, car il y a beaucoup d'Anglais qui viennent à Spa. Mais le deuxième volet fondamental de ce qui se passe, de ce qui se produit à Basse sous une autre forme, mais tout particulièrement à Spa, c'est la promenade. Et là, nous entrons dans une thématique dont la modernité et dont l'importance actuelle est cruciale. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la promenade n'est pas simplement, surtout à Spa, une forme de loisir. On n'est pas encore quand même au début du 19e ou à la fin du 18e avec des gens romantiques qui vont monter en haut des pics pour méditer sur le devenir de l'humanité sans raison autre que philosophique. On est encore dans une culture où la promenade est liée au fait de se rendre à tel ou tel endroit. Et à Spa, c'est ce qui est extraordinaire. Vous connaissez bien sûr la promenade de 4 heures, la promenade de 7 heures. Et ce qui lie un rituel mondain, une pratique de promenade, d'appropriation des alentours naturels, car la nature, la présence de la nature, le contact avec la nature, qui va se développer bien sûr sous le fait de la sensibilité romantique, le fait de retrouver les forces naturelles portées par les eaux, va entrer, si vous voulez, dans la séduction de ces lieux-là, mais se conjuguer de manière, je crois, tout à fait remarquable, avec des pratiques sociales. Alors, je vous ai mis au hasard, comme ça, au hasard, je dis vraiment au hasard, la cascade de Caux, parce qu'on commence
vous le montriez tout à l'heure, à annexer les environs, avoir des lieux d'excursion, parce que c'est à quelques kilomètres quand même. On se rend, on installe des chemins. Et là, on touche vraiment à quelque chose de fondamental. Je travaillais par exemple à Badems à un moment. Il est évident qu'on est en train de bien voir que Badems peut être aussi un centre d'un des grands chemins de randonnée de toute la région du Taunus et de la vallée de la Lahn. Enfin, il y a vraiment là un potentiel. Et en même temps, à Badems par exemple, vous allez dire, si j'insiste sur Badems, c'est que je l'ai peut-être pas assez retrouvé à Spa. On trouve encore les promenades de 1820, avec la petite pyramide de la princesse machin qui était passée là, vous voyez. C'est-à-dire que on a cherché à préserver des lieux qui avaient été mis en place à l'époque romantique et qui sont encore sur place et qui sont encore praticables et qui sont, je crois, un atout touristique de ces stations. Alors, les fameuses fontaines dispersées sont l'occasion de promenades. À Basse, j'ai pas le temps, bien sûr, d'insister. Il faudrait un exposé complet sur Basse. Mais ce qui s'y joue, et c'est pour ça que j'ai choisi comme image ancienne les assembly rooms, c'est-à-dire vraiment le cadre d'un rituel social très ordonné, en particulier par un certain Beau Nash, qui va instaurer, si vous voulez, une étiquette spécifique à la culture thermale, et ça va faire partie de la séduction de ces lieux-là. Vous savez, il y a un grand historien qui a parlé de la civilisation des mœurs, c'est-à-dire le raffinement des mœurs, l'évolution des mœurs. On a là vraiment, je crois, des lieux dans lesquels les mœurs changent, évoluent et pratiquent les relations sociales, avec bien sûr encore des hiérarchies sociales très très fortes. Et vous savez aussi évidemment que à Basse, la relation avec la nature, la relation avec même le panorama, parce que la nature n'est pas seulement la nature que l'on pratique, mais aussi la nature que l'on voit. Et là, j'ai l'impression de décliner les critères de l'UNESCO, c'est-à-dire la visibilité, toutes ces dimensions visuelles du site par rapport à son environnement. Ça, par bonheur, beaucoup de stations thermales ont conservé cette qualité de l'environnement naturel et ce lien très très fort, puisque le lien très fort de la nature, c'est aussi le parc qui vient dans la ville. Et là, vous avez évidemment des exemples majeurs pour l'architecture, pour l'urbanisme. On invente à Spa des formes urbaines nouvelles et qui sont en parfaite adéquation avec des pratiques sociales qui sont bien nées à Spa et pas à Liverpool. Donc, la période romantique, elle, va insister sur un point. Je vous l'avais glissé en clin d'œil parce que tout le monde connaît la phrase, mais je voulais pas rappeler la petite phrase que j'adore. Vous savez que Montaigne a évidemment beaucoup d'esprit, et vous savez que Montaigne, je vais peut-être vous la remettre, c'est tellement d'image. On fait au Liège grande fête des bains de Luc, et en la Toscane de ceux d'Aspa. Que veut dire ce philosophe à travers cette petite phrase un peu perfide? C'est-à-dire, et c'est ce que dira Diderot en 1770 dans son voyage à Bourbonne, les eaux les plus lointaines sont les plus salutaires. Donc, de la qualité de l'eau, on peut bien sûr discuter, je ne vais pas froisser les médecins, mais il est évident que le déplacement, le voyage, le site pittoresque, l'exotisme, une forme d'exotisme est rencontrée dans les villes thermales et dans la génération romantique. Il va y avoir un développement, par exemple, des Pyrénées qui ne pourrait pas se comprendre s'il n'y avait eu en même temps la découverte de la montagne, parce qu'il n'y a pas que les Alpes, bien sûr, les Anglais ont encore joué un rôle fondamental, mais je pense à un personnage comme Ramon de Carbonnière, qui est le premier à escalader le Mont Perdu, qui va, je dirais, écrire sur les eaux, et on aura la chance en Auvergne, ensuite, qu'il devienne préfet du Puy-de-Dôme, qui va être un des promoteurs du thermalisme dans le Puy-de-Dôme, voyez, puisqu'il va même faire que les thermes du Mont d'Or vont devenir départementaux, et on verra un des plus beaux établissements thermaux, c'est pas sous son règne, ou sous son préfectorat, mais un peu plus tard. Donc la pratique, si vous voulez, le lien avec des sites pittoresques, et en particulier la montagne, l'excursion en montagne, est tout à fait fondamentale dans le développement des villes d'eau, et les villes d'eau sont les centres à partir desquels on a conquis telle ou telle montagne, ou bien créé telle ou telle promenade. La promenade, et j'insiste fortement sur cette dimension-là, parce que il y a, je pense, dans les valeurs portées par les villes d'eau, quelque chose ici de fondamental entre santé et nature. Là, j'ai l'impression d'être au salon, santé et nature. Il y a, qui va se traduire par la conception même des villes, l'importance des galeries promenoirs, galeries bien sûr dans lesquelles on va aller boire, mais aussi on va se rencontrer avec des pratiques sociales. Mais là, je vous montre Carlsbad
Carlo Vivari, en raison du site, mais aussi, là encore, de l'annexion par un jeu de promenade, d'édicules, qui sont les objectifs des buts de promenade, de tous les curistes et touristes qui fréquentent cette magnifique station. Marienbad. Alors, un petit clin d'œil au passage avec un film qui a bercé pas mal de gens de mon âge, sans doute, la fameuse Année dernière à Marienbad. Mais vous le savez bien, ça n'a pas été tourné à Marienbad du tout. Hein, c'est un imaginaire. Et il me semble que cette dimension de l'imaginaire est tout aussi fondamentale que la réalité du terrain. Donc, les autres attraits, atouts des villes thermales, on l'a vu avec des fluctuations selon les régimes, selon les rois, les jeux, qui sont une dimension fondamentale qu'on ne peut pas ignorer. Alors, on ne peut pas ignorer à Spa, bien évidemment, hein, c'est quand même aussi là. Certes, il y a de l'eau, hein, mais s'il n'y avait pas eu les jeux, on peut s'interroger. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Philippard, comment faire de l'exceptionnel avec des choses très communes. Eh bien, je pense que les jeux, alors on dirait les jeux, on aurait pu les faire partout, sauf qu'on les a fait justement dans ces endroits-là, et qu'on verra même des souverains particulièrement éclairés, Napoléon Ier, hein, décider d'interdire les jeux en France, sauf dans les villes thermales. Alors pour de bonnes raisons, des raisons de financement, des raisons de participation au développement, mais c'est très significatif. Et puis on étendra cela ensuite des stations thermales aux stations balnéaires. Il y a un statut d'exception de ces lieux-là. Et ce statut d'exception, il est quand même largement lié au jeu. Là, je voulais vous montrer une gravure de Doré, de Baden-Baden, une allusion au roman de Daniel de Ronda, hein, où George Eliot, son héroïne est absolument choquée par les jeux à Badenbourg, qui est une des plus grandes villes du jeu, jusqu'à ce que le Kaiser fasse fermer les jeux. Je vais terminer sur deux images. Le casino, parce qu'on voit bien comment, d'une certaine manière, la spécialisation des villes thermales va engendrer aussi une spécialisation d'un certain type d'édifices. Des édifices où on va conjuguer des pratiques, alors, qui ne sont plus tellement des pratiques religieuses, sauf à vouloir faire une analyse un peu subtile des pratiques ou des images qui peuvent se transposer, mais avec, je dirais, des lieux qui vont devenir les emblèmes mêmes des stations thermales. Parce qu'on l'a vu, et on le voit très bien aussi au musée, lorsqu'on regarde toutes les jolités, j'allais encore dire joyeuseté, les jolités, on crée une image publicitaire, on crée les lieux de référence, on crée les images qui vont servir en fait à construire eh bien, le marketing de l'époque, à construire la dimension publicitaire. Vous nous avez montré des affiches qui sont tout à fait parlantes. Il s'agit d'arriver en fait à ce que ces lieux soient distingués, distinctifs, et d'une certaine manière porteurs de valeurs ou de pratiques sociales auxquelles on aspire, surtout si on est bourgeoisie moyenne, par exemple, aux petites bourgeoisies, et qu'on peut aller se frotter à la grande bourgeoisie, qui elle-même peut se frotter à l'aristocratie, selon les stations thermales. Il y a aussi ce type de spécialisation. Alors, le casino est un lieu clé. Alors, ce n'est pas un hasard. Alors c'est le deuxième, mais enfin, le casino de Spa que vous avez là-haut et qui sera restauré, qui est en cours de restauration, s'appelait un Vauxhall. Et on retrouve évidemment l'importance du lien avec les Anglais. Celui que vous avez en dessous à Vittel est fait rien moins que par Charles Garnier, le plus grand architecte français de cette époque, celui qui a fait l'opéra. Je rappelle qu'il a fait un autre casino tout aussi fondamental, celui de Monte-Carlo. Donc vous voyez bien que l'architecture beaux-arts française va devenir un moyen de donner un cachet. On va la retrouver d'ailleurs, on a un établissement thermal à Carlo Vivari qui ressemble exactement au casino de Vittel, parce qu'il y a là, je veux dire, une image de marque à travers l'architecture française de ce moment. Un des plus beaux théâtres que puisse trouver au monde. J'ose, hein, parce que de temps en temps, quand même ici, on a des publicités où on dit la cité thermale la plus extraordinaire au monde. Hein, j'ai vu ça, il faudra qu'on en discute quand même, parce que il y a quelques autres villes qui sont aussi des reines. J'ai vu la reine des villes d'eau aussi. Je croyais que c'était Vichy, moi. Mais il y a une affiche intitulée La reine des villes d'eau. La reine des villes d'eau belge, mais quand même. Hein, bon. Donc le casino, évidemment, de Vichy, Art Nouveau, un véritable joyau. Parce qu'une des difficultés, et on y peut être sensible à Spa, c'est que la ville d'eau ne cesse de se renouveler. Elle doit renouveler son offre, elle doit renouveler son image. Les gens de publicité et de marketing connaissent bien. Alors, on doit reconstruire.
alors il faut modifier les bâtiments. Et on voit bien comment un certain nombre de lieux dans ces villes thermales ne cessent de changer tous les 20 ou 30 ans. Si vous regardiez par exemple le casino d'Aix-les-Bains, tous les 20 ans, on transforme, on crée un nouveau théâtre, on détruit l'ancien. Enfin, c'est incroyable ce dynamisme. Hein, on crée à Vittel la magnifique galerie métallique. 10 ans après, c'est plus du tout la mode. L'art nouveau est passé de mode. Alors, on entoure les structures métalliques en béton. Parce que c'est plus hygiénique, parce que c'est les années 20 qui commencent. Alors, pour terminer, les pratiques sportives, et vous y avez fait allusion, ont connu des lieux de prédilection, parfois des lieux de naissance, dans les stations thermales. Et un équivalent, si vous voulez, de ce qui se faisait dans les métropoles, dans les capitales, se produisait aussi dans les stations thermales. Les stations thermales ont des courses de chevaux, Bade, Vichy, Spa, et des courses de voitures. Alors, comme vous attendiez évidemment celui que je n'ai pas cité, je vous ai mis le circuit de voiture de Badenbourg, tout à fait fondamental, hein, le prix de l'empereur, qui n'était pas sur un circuit, mais qui était aussi dans la montagne, sur les petites routes. Voilà, donc je crois que ce qu'il faut retenir de cet exposé sans doute plus long qu'on ne me l'avait accordé, oui, effectivement, mais j'espère avoir réussi à vous séduire et surtout à avoir peut-être introduit un certain nombre de notions autour, par exemple, de promenade, du lien santé-nature. J'ai vu dans un PowerPoint d'hier la notion de paysage thérapeutique. C'est une des notions sur lesquelles nous sommes en train de travailler dans le cadre du groupe d'experts pour les villes thermales, candidates au patrimoine mondial. Pourquoi? Parce que là, nous avons justement la jonction très très étroite des formes de médecine, de ces pratiques dans la nature et des aménagements du territoire qui sont absolument fondamentaux à préserver. Hein. Il faut qu'on retrouve, lorsqu'on se promène dans la promenade de 7 heures, l'invitation à monter vers les chemins dans la montagne. Merci. Merci à Dominique Jarassé de nous avoir d'une certaine manière dit que le thermalisme est une idée formidablement moderne, tout en puisant ses sources de modernité plusieurs siècles en arrière. Hein, si je ne vous trahis pas, et on y est vraiment. Hein, quand on parle de santé nature, de promenade, de wellness, bien-être, etc., bah, elles étaient là aux sources du thermalisme, qui est lui-même une des composantes, je dirais, de l'histoire ou des grands mouvements du tourisme et de la villégiature, puisque vous avez apporté cette notion. Et en matière de sport aussi, je vous dirais qu'en équitation, course de chevaux, il y a des barres de spa. Je peut-être vous donner la parole, puisque vous avez la gentillesse, le respect et la politesse d'écouter nos orateurs. Ça n'est pas pour vous confisquer le droit d'intervention. Ils sont là, et d'autres aussi, pour y répondre. Gaëtan Plein. Montaigne est venu à Spa, mais il est venu incognito. Et on a retrouvé son chapeau dans le bois d'à côté. Déguisé en empereur de Russie. Voilà, c'est ça. Une autre remarque, réflexion, question? Oui? Merci. Professeur, Montaigne n'est malheureusement pas venu à Spa, on le regrette bien, mais nous avons quand même beaucoup d'autres illustres qui ne sont pas repris dans ce livre d'or un petit peu curieux, dont notamment en 1599, Monteverdi. Et bien d'autres qui ne sont pas repris. Et Casanova. Que je regrette énormément. Oui, mais lui n'est pas repris là-dedans, on essaye de trouver de bonnes raisons, mais on ne cite pas Turner, on ne cite pas Courbet, on se dit pas de gens. Voilà. Et pour cause, on ne cite pas Václav Havel, puisque l'édition de ce guide est évidemment très largement antérieure. Moi, ça m'a toujours séduit que le président d'une république, d'un État qui était si riche en stations thermales en choisisse une autre. Mais c'est une réflexion purement chauvine. Et puis, je pense qu'il avait à Spa un anonymat relatif qu'il n'avait peut-être pas chez lui. Donc, Jean Toussaint, il faudrait remettre ce livre d'or
à l'heure, n'est-ce pas? On a Voilà. fait un livre d'or. Le musée a fait un livre d'or au XXe siècle. Au XXe siècle, c'est On l'a exact. fait. Mais nous sommes au XXIe. Voilà, il faut en laisser, on le disait tout à l'heure en propos de table, il faut en laisser pour les générations futures.